Alors bonjour à tous, je laisse quelques minutes à tout le monde le temps de se connecter. Ça arrive petit à petit, on est à 90 pour l'instant. Encore une petite minute et on ira. Ok, super. C'est que j'ai envie de voir si on atteint les 100 avant de démarrer finalement. On y est, 96, on y est presque. Mhm. Ah, c'est pas C'est mal, hein. chouette. Ouais, ah oui, c'est très très bien même. Pour un Ouais. live, franchement, très chouette. Mhm. Donc, bonjour à tous. Du coup, je suis Jean Toniolo du CHU de Limoges et je ne suis pas, malheureusement, aujourd'hui avec ma collègue Sophie Benz du CHU de Montpellier qui coanime avec moi le groupe de travail recherche paramédicale du GIRCISO parce qu'elle a un petit empêchement et elle en est bien désolée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur la thématique de la recherche en pédagogie et je remercie vraiment à la fois l'île de la Réunion et Nîmes d'être là avec nous. Ils vont se présenter bien plus en détail juste après, mais c'est une chance et on voit que c'est vraiment un sujet d'actualité, cette recherche en pédagogie dans le GIRCI parce qu'on est à 106 personnes. Merci à tous ceux qui se sont inscrits, merci à tous d'être là. Donc pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions. En haut de votre écran, il y a un onglet questions. Donc vous écrivez les questions et moi je pourrais les relayer à nos intervenants sans souci. N'hésitez pas, c'est fait pour ça, il faut que ce soit interactif le plus possible. Donc sans plus de détails, je les laisse se présenter. Je laisse la parole à Nicolas et Audrey de l'île de la Réunion. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Jean, pour cette introduction et puis de nous faire l'honneur, en tout cas, de pouvoir communiquer et de présenter notre projet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va vous présenter notre étude intitulée Évaluation d'une formation enjeux environnementaux, pratiques durables, gestes éco-responsables sur le sentiment d'auto-efficacité des étudiants infirmiers à La Réunion. Donc, on lui a donné un petit acronyme, c'est l'étude EcoDéfi Run. Donc, l'équipe projet est constituée de Nicolas Bastien, moi-même, cadre de santé à l'IFSI Nord du CHU de La Réunion. Audrey Chalac, cadre de santé également sur l'IPSI Nord de la Réunion. Pour compléter l'équipe projet, donc il y a Danielle Reynaud, coordinatrice paramédicale de la recherche en soins du CHU de La Réunion. Marie-Lou Deléglise, chargée de transition énergétique et écologique au GHT de La Réunion. Samir Medjan, délégué à la protection des données adjoint au GHT de La Réunion. J'en profite également pour remercier la direction des instituts des études en santé de La Réunion, représentée par Franck Bélier, pour tout leur soutien, leurs encouragements dans la démarche entreprise. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil parce que c'est quand même un sujet impactant pour notre génération, mais également les générations futures. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à mes enfants qui sont très sensibles au développement durable. Et voilà, c'est aussi pour eux qu'on se bat et pour leur génération. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc le sommaire. Donc, on va parler du contexte de l'étude, avec la problématique, la question et l'hypothèse de recherche, la méthodologie employée, les différentes interventions que nous avons mises en œuvre, pardon, le déroulement de la recherche, les aspects statistiques, la confidentialité des données, les retombées attendues et une petite conclusion. Donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, le contexte, c'est quoi? C'est l'urgence climatique, hein. On se rend compte aujourd'hui que le réchauffement climatique, le changement climatique, voilà, c'est reconnu comme une menace majeure pour la santé humaine. L'impact sur la santé du réchauffement climatique, il entraîne une augmentation de différentes maladies, que ce soit vectorielles, les maladies liées à l'alimentation, à l'eau, les maladies cardiovasculaires, les maladies en santé mentale, etc.
La responsabilité des établissements en santé est également à souligner, hein. En effet, en France, les établissements de santé contribuent quand même à 8% des émissions de gaz à effet de serre, hein, qui contribuent au réchauffement climatique, soulignant leur rôle dans le phénomène voilà, du réchauffement climatique, comme je viens de le dire. Des actions sont mises en œuvre, hein, d'abord au niveau international. Hein, donc l'ONU s'est saisie de ce problème et donc le premier promoteur, j'allais dire, du développement durable et d'action pour freiner ce réchauffement climatique. Hein. Donc elle a établi un plan d'action avec 17 grands axes qui visent à éradiquer la pauvreté, à promouvoir un développement durable pour les populations, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Donc ces objectifs identifiés par l'ONU se déclinent après dans les différents pays. En France, on a par exemple le plan national de santé et environnement en France, hein, donc porté par l'État français, le gouvernement, pour la période allant de 2022 à 2027. C'est un plan national qui reprend voilà, toutes les thématiques du développement durable, les objectifs de l'ONU, la formation, le développement de la recherche, hein, sur le sujet. Et au niveau des établissements hospitaliers, hein, donc à notre échelle, à moi et Audrey, on a le référentiel de certification de la HAS, hein, à savoir qu'il a été mis à jour. On a la dernière version là, qui date du 25 janvier 2025. Et donc, il y a 2 critères de certification qui ont trait au développement durable et à l'éco-conception des soins. Alors, dans les éléments de contexte, quelques petites définitions, hein. Le développement durable, donc c'est répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures en étant économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Les soins éco-responsables, là on est dans les pratiques soignantes, c'est la déclinaison de développement durable au niveau de la santé, donc fournir des soins de qualité tout en minimisant l'impact environnemental et en prenant le triptyque économique, social et environnemental. Le rôle des infirmiers dans tout ça, hein, donc on a fait pas mal de recherches bibliographiques, hein, et donc pour le développement durable, leur mission principale, c'est de promouvoir la santé, lutter contre les inégalités et mettre en œuvre ces objectifs, vous rappelez-vous, en introduction, établis par l'ONU. Les pratiques soignantes aussi et l'impact environnemental, hein, donc c'est on attend de nos soignants aujourd'hui, voilà, qui contribuent à réduire l'impact environnemental dans les soins de santé à travers l'éco-conception des soins. La problématique, c'est la revue de littérature qu'on a pu effectuer a pointé quand même pas mal d'obstacles, de difficultés. Donc, pour les infirmiers, déjà, la difficulté de connexion aux objectifs de développement durable. Ils ont du mal à vraiment mesurer leur rôle, hein, d'une certaine manière, et en tout cas, comment le mettre en œuvre. Le sentiment d'impuissance, la peur de changer les pratiques, ainsi qu'un manque de connaissances. Hein, voilà. Pour les étudiants infirmiers, on a voilà, des attitudes positives, hein, c'est-à-dire nos étudiants ont conscience des enjeux, du rôle qu'ils pourraient éventuellement jouer pour l'environnement dans leur milieu professionnel, mais les connaissances restent limitées. Hein. Les programmes de formation sont assez limités. Ça, c'est au niveau français, mais au niveau mondial aussi. Hein. Donc, et on retrouve le même manque de confiance et la résistance au changement, comme chez les infirmiers. Et donc, on va vous parler après, vous vous rappelez dans le titre, on parlait du sentiment d'auto-efficacité. Donc, on va essayer d'agir sur ce critère-là à travers l'auto-efficacité, à travers les actions qu'on va mener. Donc, la problématique, pour la résumer, dans les éléments, on va dire, favorables, on a une conscience et une responsabilité de nos étudiants et sur les enjeux de développement durable, mais des difficultés d'action, un manque de formation, une difficulté à relier la théorie et la pratique, et un manque de confiance et une résistance au changement lorsque on va être opératif au niveau de leur pratique dans les services de soins. Donc, au regard de ce constat-là, nous estimons qu'il faudrait renforcer les connaissances des étudiants par le biais de formations adaptées. Il faudrait aussi améliorer la confiance des étudiants en leurs compétences, en les aidant à surmonter les obstacles qu'ils rencontrent.
Donc le concept d'auto-efficacité qui se réfère à la croyance en sa capacité à réussir dans les tâches spécifiques doit être intégré dans la conception de la formation pour encourager les étudiants à se sentir plus compétents et motivés. Quelques mots sur le sentiment d'auto-efficacité, qui a été concept développé par Bandura, psychologue dans les années 60. L'auto-efficacité, c'est la croyance d'un individu en sa capacité à accomplir des tâches dans des contextes spécifiques, ce qui influence ses choix, son engagement, sa persistance et ses émotions face aux obstacles. Donc il y a un lien avec la formation. Des études montrent que la perception de ses propres capacités influence le comportement et qu'une formation peut renforcer le sentiment d'auto-efficacité, facilitant ainsi l'acquisition de nouvelles compétences. Enfin, l'engagement des étudiants infirmiers, les recherches indiquent également que les étudiants infirmiers ayant une forte auto-efficacité s'investissent pleinement dans leurs tâches, font preuve de persévérance face aux défis et voient les obstacles comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces. Donc maintenant, je vais vous présenter la question de recherche. Elle est un petit peu longue, donc on prendra éventuellement le temps après de l'expliciter si vous en éprouvez le besoin. Donc l'introduction d'une formation axée sur les enjeux environnementaux, les pratiques durables et les gestes éco-responsables pourrait-elle renforcer le sentiment d'auto-efficacité des étudiants en soins infirmiers en leur offrant davantage de confiance et de compétences pour surmonter les défis liés à la promotion et à l'intégration du développement durable dans leurs pratiques professionnelles. À ce jour, à notre connaissance, aucune recherche n'a été réalisée pour évaluer l'impact d'une formation sur le développement durable sur le sentiment d'auto-efficacité des étudiants infirmiers. Notre hypothèse de recherche est la suivante. Nous proposons que la formation intitulée Enjeux environnementaux, pratiques durables, gestes éco-responsables contribuera à améliorer le sentiment d'auto-efficacité des étudiants infirmiers en matière de développement durable à l'IFSI du CHU de La Réunion, site Nord. La méthodologie maintenant, on est sur une étude de cohorte monocentrique qui sera réalisée avant et après la formation menée à l'IFSI Nord du CHU de La Réunion. Et donc la cohorte suivie, c'est les étudiants infirmiers de 3e année sur leur année universitaire. Les objectifs de la recherche. Donc, c'est évaluer, comme on l'a vu, l'impact d'une formation sur les enjeux environnementaux, les pratiques durables, les gestes éco-responsables, sur le sentiment d'auto-efficacité des étudiants. Donc les enjeux environnementaux, je le rappelle, c'est vraiment tout le concept global, pratiques durables, gestes éco-responsables, voilà, c'est dans les choses concrètes à appliquer. Les objectifs secondaires, on a envie aussi de voir le niveau de connaissance des étudiants, parce qu'on voit quand même que le niveau des connaissances, il y a une corrélation qu'on essaiera de démontrer avec le sentiment d'auto-efficacité. Le comportement en matière de consommation d'énergie, Audrey détaillera un peu comment nous allons mesurer ce critère-là. Et enfin, la satisfaction à l'égard de la formation, car un des objectifs est également de pérenniser éventuellement cette formation et de voir si le modèle il correspond aux attentes des étudiants et si comment dirais-je, il impacte suffisamment le sentiment d'auto-efficacité et si besoin de pouvoir réajuster. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Donc le critère d'évaluation principal, donc ce sera l'échelle d'auto-efficacité généralisée qui évalue les croyances positives face à des situations complexes. Donc suite aux travaux effectués par Bandura, ça a été conceptualisé une grille d'évaluation qui comprend 10 critères avec une échelle de Likert allant de 1 à 4. Donc on obtient un score de maximal de 40 et donc pour vous donner une indication, le score moyen dans une population générale est de 27 à 30, à peu près sur 40 sur l'auto-efficacité. Et nous on la cible bien évidemment par rapport à la formation et au développement durable et l'éco-conception des soins. L'étude compara la variation du score moyen d'auto-efficacité entre le début de la formation, donc T1, et la fin du programme, soit 5 mois après l'inclusion. Les critères d'évaluation secondaire maintenant, donc le niveau de connaissance des étudiants. Nous avons fait le choix d'utiliser un questionnaire du type QCM, donc à choix multiple. On est dans les critères universitaires, on a des étudiants post-bac,
pareil, la littérature montre que c'est quand même relativement fiable, voire très fiable pour évaluer les connaissances de deux personnes. Donc 20 questions pour avoir une note sur 20. Hein. On est encore dans ce système de notes en France, donc voilà. Ça a été élaboré par les experts qui ont participé à la formation que Audrey vous détaillera après. C'est important de le souligner. Et donc les évaluations seront effectuées de la même manière que le sentiment d'auto-efficacité, de l'échelle d'auto-efficacité, à l'inclusion, donc avant la formation, avant le projet, puis 5 mois après pour voir des écarts éventuels. Enfin, la consommation d'énergie à l'IFSI, donc ça nous semblait important de voir au niveau comportement, est-ce que la formation, bah voilà, les étudiants vont se sentir suffisamment sensibilisés et puis qui ne seront pas freinés en tout cas pour mettre en œuvre bah voilà, des comportements éco-responsables à l'IFSI malgré les obstacles auxquels ils pourront être confrontés. Donc une grille d'observation type audit a été créée et sera utilisée pour évaluer la consommation d'énergie dans la salle de cours où les étudiants de troisième année passent la majorité de leur temps à l'IFSI. On a identifié plusieurs temps, donc avant l'intervention. C'est une évaluation sur 4 jours, même horaire, mais je crois que Audrey, tu en parleras après. T2, quelques semaines après la première intervention, et T3 après plusieurs mois après l'intervention, après l'inclusion, pour voir si les changements que nous souhaitons perdurent. La satisfaction des étudiants. Donc on utilisera, puisqu'on est encore en cours d'études, un questionnaire édité, en tout cas créé sur le logiciel Sphinx, logiciel qui permet de faire des questionnaires, et donc pour recueillir des données qualitatives et des données quantitatives auprès des étudiants. Donc bien évidemment, évaluation qui sera effectuée individuellement à l'IFSI en présentiel après la formation. Les critères d'inclusion, donc notre cible de recrutement, je vous l'ai déjà dit, mais c'est les étudiants infirmiers troisième année de l'IFSI Nord du CHU de La Réunion, donc la promotion 2022-2025. On a fait le choix stratégique, on va dire, de ne pas inclure les étudiants redoublants. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais c'est simplement que on avait déjà, à titre exploratoire, mis en œuvre une première intervention sur le développement durable auprès de la promotion initiale dans laquelle ils étaient, et on voulait pas biaiser les résultats de l'étude du fait qu'ils aient eu des apports, voilà. L'objectif, notre objectif principal, on n'était pas dans au niveau statistique, on avait vraiment envie d'avoir tous les étudiants. Donc l'objectif, c'était d'inclure tous les étudiants de cette promotion-là. Donc au final, on avait 107 étudiants ciblés à la rentrée universitaire 2024-25, et lors de la présentation et du démarrage de l'étude, on a eu l'adhésion de 96 étudiants. Donc c'est quand même des résultats tout à fait intéressants. Voilà, donc maintenant je vais passer le relais à Audrey Jala, donc avec mes encouragements. Donc on va vous présenter le déroulé du projet. Alors le projet, donc, il est constitué de 5 interventions, ponctuées de questionnaires et d'audits. La première intervention, on l'a intitulée WUCLAP. La deuxième, c'est une fresque du climat. La troisième, la fresque de la santé. La quatrième, c'est une immersion des étudiants sur un site à La Réunion. Et ensuite, on a une diffusion de portraits de professionnels du CHU. On a un premier test de connaissance qui est effectué avant toutes les interventions, donc connaissance plus un questionnaire d'auto-efficacité. Et on retrouve ces mêmes questionnaires de test de connaissance et d'auto-efficacité à la fin des différentes interventions. On a donc l'audit dont on vous a parlé, l'audit énergie avant les interventions, une audit énergie numéro 2 après la troisième intervention, et une audit énergie 3 et 4 à la fin de l'ensemble des interventions, et un questionnaire de satisfaction 5 mois après la première intervention. La première intervention, donc il s'agit d'une intervention de développement durable et éco-conception des soins. C'est une intervention interactive donc, qui a eu lieu avec les étudiants sur les grands concepts de développement durable et de l'éco-conception des soins, qui a été réalisée par Madame de l'Église, chargée de transition énergétique et écologique pour les établissements hospitaliers de La Réunion. Cette intervention, elle s'appuie sur des données locales de La Réunion afin de favoriser l'intérêt et l'implication des étudiants.
Les étudiants y sont en promotion entière. Et pendant l'intervention, il y a des quiz interactifs créés par le logiciel de présentation WooClap. Donc, WooClap, en fait, c'est un outil de présentation interactif qui s'intègre au logiciel PowerPoint. Il permet de créer en fait des quiz et son utilisation aussi permet de rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage. Cette intervention, elle a duré 2 heures. La deuxième intervention, il s'agit de la fresque du climat. Alors, on voulait revenir un petit peu sur les généralités de la fresque du climat. Donc, c'est l'association La Fresque du Climat, elle a été créée en France en décembre 2018 par Cédric Ringenbach, ingénieur spécialiste du changement climatique depuis 2009 et ancien directeur de Shift Project de 2010 à 2016. Cette association, elle repose sur un fonctionnement décentralisé et participatif dont les principes sont la docratie, le droit à l'erreur, la transparence et la duplication des initiatives. La fresque du climat encourage la diffusion rapide et à grande échelle d'une compréhension des enjeux climatiques et l'efficacité de l'outil pédagogique, l'expérience collaborative et la licence d'utilisation ont contribué au déploiement exponentiel de la fresque. C'est un outil qui repose sur un jeu de 42 cartes. Elles ont été traduites, ces cartes, dans plus de 45 langues, dont le contenu est issu des rapports scientifiques du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc cette fresque du climat, cette intervention à proprement dite, donc elle a été menée par des fresqueurs qui sont formés et habilités pour animer les ateliers. Les étudiants y sont divisés par groupe de 20 étudiants et répartis dans différentes salles. Il y a au moins un fresqueur par groupe de 20 étudiants. Chaque groupe de 20 étudiants est ensuite divisé en 3 sous-groupes. L'animateur aura à sa disposition donc des cartes éditées par l'association de la fresque du climat pour animer l'atelier. Les cartes, elles permettront également aux étudiants de construire leur fresque du climat avec l'aide et les conseils, bien entendu, des fresqueurs. Les fresques, elles sont réalisées par les étudiants, elles sont prises en photo pour conserver une trace du travail réalisé des fresques et elles seront affichées dans les salles de cours de l'Institut. La durée de cette intervention, elle est de 4 heures. La troisième intervention, alors il s'agit de la fresque de la santé. En fait, cette fresque de la santé, c'est une déclinaison de la fresque du climat. En effet, suite au grand succès rencontré par les fresques du climat auprès d'un public international, cela a permis de développer des déclinaisons de différentes autres fresques. Le principe pédagogique reste le même que celui de la fresque du climat. Donc cette fresque, elle a été ciblée sur la santé. Et celle-ci, elle a été créée par des fresqueuses de La Réunion, Madame Lerouzic Céline et Madame Sophie Dominjou, après de nombreuses animations de fresques du climat. En effet, étant elles-mêmes professionnelles de santé, elles avaient à cœur d'approfondir cette relation climat-santé. Donc cette fresque, elle a déjà été réalisée auprès des médecins du CHU de La Réunion, mais elle fait également partie du module de santé et développement durable des étudiantes de 3e année de médecine de l'UFR de santé de La Réunion. La quatrième intervention, qui est la journée d'immersion, cette action, elle se déroule sur le site de la forêt de Bélouve, sous l'égide de l'association Plantali, qui œuvre en fait pour la sauvegarde des milieux naturels et la préservation de la biodiversité réunionnaise. Donc, plusieurs ateliers ont été proposés aux étudiants durant cette journée d'immersion. Planter des arbres, donc illustration naturaliste, désherbage de plantes invasives, randonnée écologique. Des groupes de 20 étudiants sont constitués avec une participation à 2 ou 3 ateliers durant la journée, animés par 6 professionnels de l'ONF. Cette journée d'immersion, elle a pour objectif d'éveiller les consciences sur les enjeux environnementaux et l'impact du réchauffement climatique à La Réunion. C'est un ancrage pour favoriser le sentiment d'auto-efficacité des étudiants, encourager un engagement citoyen et professionnel en faveur de l'environnement. Nous avons aussi bénéficié d'un transport éco-responsable avec la mise à disposition d'un bus par la direction de l'IFSI pour limiter l'empreinte carbone. Et notre 5e et dernière intervention, donc c'était les diffusions de portraits. L'objectif, en fait, c'est de développer le sentiment toujours d'auto-efficacité. Pour rappel, le fait d'observer des pairs vivre une situation peut influencer et renforcer la propre croyance des observateurs en leur capacité de réussir. On a ciblé donc des professionnels du CHU de La Réunion, issus de différents domaines d'activité, dans le but de montrer aux étudiants que le développement durable et l'éco-conception des soins est l'affaire de tous, de tous les acteurs de l'hôpital et de tous. Parmi les participants, donc, nous avons pu interviewer le directeur des ressources humaines du CHU, 2 infirmiers anesthésistes,
2 médecins, 2 cadres de santé qui ont voulu prendre part au projet. Nous avons également inclus 2 étudiants. Pour ce faire, les interviews ont été menées à partir d'une grille de questions communes. Et pour la création de ces portraits, on a bénéficié donc d'un partenariat avec un institut de formation en audiovisuel de La Réunion pour le tournage et le montage afin de bénéficier d'un support vidéo de qualité. Le déroulement de la recherche. Donc, on a fait une présentation de l'étude qui a été faite le 9 octobre 2024 et pendant cette présentation, une explication des objectifs et des aspects réglementaires sur le traitement des données personnelles ont été donnés. La formation et la collecte des données se fera entre le mois d'octobre 2024 et mai 2025, durant lesquelles les sessions de formation et d'administration des questionnaires ont été et seront réalisées. La durée totale de la recherche, du coup, elle est de 18 mois, comprenant la mise en œuvre et l'analyse. Pour ce qui est de l'aspect des statistiques, donc le calcul de la taille de l'étude, l'objectif est d'inclure l'ensemble des étudiants infirmiers de 3e année, donc on vous l'a déjà précédemment dit, de l'IFSI Nord. En ce qui concerne l'analyse du critère de jugement principal, il s'agira d'une comparaison de la variation du score obtenu à partir de l'échelle d'auto-efficacité dont on vous a parlé tout à l'heure entre le temps T1 et le temps T2, c'est-à-dire avant et après la formation. Et pour ce faire, nous emploierons la méthodologie renseignée par la littérature pour l'analyse du questionnaire GSE. Nous avons 3 critères de jugement secondaire. Donc le premier qui est l'évaluation des connaissances. Le logiciel Socrative permet de créer des QCM en ligne. L'obtention des résultats en temps réel, il va nous permettre de pouvoir exporter, de sauvegarder et d'attribuer une note sur 20 à chaque étudiant. On mesurera les écarts entre l'évaluation T1 et T2. Le deuxième critère qui sera évalué à travers l'audit d'observation et la consommation d'énergie en salle de cours. Donc l'audit, elle est réalisée à travers l'analyse des données recueillies selon la grille d'évaluation, une grille d'évaluation oui-non, et se fera sur une durée de 4 jours ouvrés, comme on vous l'a dit précédemment. Le résultat par pourcentage, relevé sur la période d'observation, prendra en compte les critères météorologiques et comparaison des 3 périodes d'audit. Le troisième et le dernier critère sera la satisfaction des étudiants. Elle va être mesurée par l'exploitation des réponses des étudiants à travers le logiciel Sphinx. Nous aurons donc des données quantitatives qui seront exploitées, des résultats à l'échelle de Likert, et des données qualitatives exploitées avec l'analyse des verbatims. Pour la confidentialité des données, donc conformité à la loi informatique et liberté et au RGPD. Donc l'information des participants et le recueil de la non-opposition ont été réalisés. La confidentialité des données a été respectée par l'attribution d'un numéro de pseudonymisation à chaque participant. Il y a une limitation du recueil de données pour répondre aux objectifs de la recherche et une sécurisation des données collectées. Pour la retombée attendue pour les étudiants. Donc, nous avons une amélioration du sentiment d'auto-efficacité. La participation à l'étude, elle permettra aux étudiants de renforcer leur sentiment d'auto-efficacité en matière de développement durable, ce qui influencera positivement leur comportement et leur motivation à agir dans ce domaine à l'IFSI. Développons aussi des compétences. L'étude, elle contribuera à enrichir les connaissances et compétences des étudiants concernant les enjeux environnementaux, les pratiques durables et les gestes éco-responsables. Pour l'IFSI, amélioration des compétences pédagogiques. Donc, l'étude permettra peut-être aux cadres formateurs d'améliorer leurs compétences pédagogiques pour mieux former les étudiants sur le développement durable et l'éco-conception des soins. Élaboration peut-être d'un modèle de formation. À l'issue de l'étude, un format de formation pourra être établi et si les résultats sont concluants, ce modèle pourra être appliqué et généralisé à d'autres IFSI de formation en soins infirmiers. Les retombées attendues sur les pratiques professionnelles de demain. Donc, des comportements éco-responsables, les étudiants infirmiers formés à la gestion durable des ressources peuvent aider à diminuer la consommation énergétique des hôpitaux et des cliniques, tout en améliorant la gestion des déchets médicaux pour minimiser l'impact environnemental. La sensibilisation à la santé environnementale, avec une meilleure éducation en développement durable, cela permettra aux infirmiers de mener des campagnes de sensibilisation efficaces, notamment sur la prévention des maladies liées à l'environnement, en jouant un rôle clé dans l'éducation de la communauté. Et la collaboration pour la santé durable, donc les infirmiers renforceront leur capacité à établir les collaborations entre les établissements de santé et les organisations environnementales,
favorisant ainsi des initiatives de santé durable. Pour conclure, Audrey, cher collègue qui nous écoutait, la satisfaction, moi je dirais, de mener un projet d'équipe avec la force collective que ça engendre. C'est vrai que c'est un travail voilà, qui demande beaucoup d'investissement, mais les rencontres faites, le développement de compétences aussi pour nous, comme l'avait souligné un peu Audrey, c'est vraiment hyper motivant et voilà, d'être à plusieurs comme ça, à essayer de contribuer à certaines améliorations pratiques. C'est hyper enrichissant en tout cas. Deuxième point, on est là aussi pour les étudiants, bien évidemment, en premier lieu d'ailleurs. Donc on sait aujourd'hui que les générations Z, qui sont un peu le terreau de nos promotions dans les instituts, ils veulent dans leur pratique professionnelle donner du sens. Et c'est vrai que voilà, la notion d'engagement, ça passe par donner du sens au travail et on pense qu'on est quand même en adéquation avec les attentes des étudiants aujourd'hui. En tout cas, l'étude nous permettra en partie de le vérifier. On se sent aussi responsable de sensibiliser, de transmettre. La santé, vous l'avez vu, est un acteur incontournable en lien avec les problématiques du développement durable, enfin du réchauffement climatique, je veux dire, les problèmes de santé, la prévention, et on veut que nos infirmiers d'aujourd'hui et de demain soient moteurs et compétents dans ce domaine-là. Et enfin, contribuer avec humilité, valoriser la recherche paramédicale. On sait que la recherche se développe grâce à ce type de webinaire, à la création de la chaire infirmière, etc. Et donc si à notre niveau, à notre petite échelle, on peut y contribuer, tant mieux. Voilà, merci pour votre attention et on attend avec beaucoup de plaisir vos questions. Audrey. Un grand merci pour votre présentation. Donc, je rappelle juste que vous pouvez poser vos questions avec l'onglet questions qui est un petit encart avec un point d'interrogation et je les transmettrai à nos intervenants. En attendant que les questions arrivent, moi je vous remercie vraiment, c'était extrêmement intéressant. En effet, un enjeu actuel majeur et qui s'inscrit dans le fait de donner du sens à nos étudiants. Je pense que je sais pas si ça donnera du sens, ça leur permettra aussi de donner du sens en tant que professionnels infirmiers et certainement aussi j'espère, de les maintenir en poste un peu plus longtemps, là où on sait que la rétention des professionnels est et le turnover est une vraie problématique. En attendant les questions, moi j'en ai quelques-unes. Je trouve que le programme de formation est très intéressant, il est divers dans ses approches pédagogiques. Comment vous avez construit ça en fait? Comment vous avez choisi les différentes interventions? Et est-ce que vous pensez que ce sera transposable avec d'autres associations, peut-être dans d'autres territoires? Comment on peut envisager ça? On avait fait l'année dernière, on avait fait une première intervention qui en fait avait vraiment, c'est l'intervention qu'on a intitulée WOOCLAB, qui avait vraiment porté ses fruits et qui avait les étudiants nous avaient sollicité pour intervenir plus tôt dans la formation, parce qu'on avait fait cette intervention sur les 3e années. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment important pour eux de effectivement donner du sens. Et c'était aussi un thème qui leur tenait à cœur, à ces nouvelles générations. Donc on s'est dit qu'on allait le déployer. Comment on l'a construit? On a voulu effectivement repartir sur des choses qui leur tenaient à cœur, c'est-à-dire les spécificités du territoire réunionnais, pour que ça leur parle davantage. Ensuite, ancrer des connaissances et vraiment faire l'association avec les spécificités réunionnaises du territoire. Ensuite, on a voulu vraiment qu'ils aient une connaissance globale et qui puissent vraiment manipuler et être actifs avec une certaine pédagogie. Donc la fresque du climat s'y portait vraiment. Et c'est vrai qu'en discutant avec les fresqueurs, et on a vu qu'ils étaient en train de construire une fresque de la santé qui ciblait encore plus les attendus de nos étudiants. Donc on a voulu cibler ensuite sur la fresque de la santé. Et
on sait que nos étudiants, ils ont besoin de réaliser eux-mêmes les choses. Et du coup, on a voulu aboutir sur quelque chose de concret en faisant vraiment menant une action de terrain sur le territoire en immersion totale. Du coup, en pleine nature, ce qui a aussi apporté ses fruits. Et on a voulu conclure sur une projection possible du futur professionnel qui deviendront, en leur permettant d'avoir accès à des portraits de professionnels qui vont être amenés à rencontrer sur les différents établissements qu'ils vont côtoyer plus tard. Oui, non, c'est très. Enfin, merci Audrey. Hein, disons qu'on a la chance d'avoir des compétences en pédagogie, donc on a vraiment premièrement voulu les mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on sait les attentes de manière générale des étudiants. Hein, c'est sûr que les connaissances, il faut surtout sur des domaines concrets comme ça, les étudiants ils ont besoin d'avoir des supports différents, d'avoir des modalités pédagogiques différentes. Donc on a essayé de faire un mix entre la théorie, l'incontournable, hein, on a essayé quand même de la faire de manière interactive avec des comment dirais-je, des quiz, des choses comme ça. Mais bon, ça c'était pour porter les bases. Et après, voilà, les portraits, on a envie de montrer aussi aux étudiants que c'est faisable. Voilà, c'est exactement ça, Audrey. C'est même une petite action, etc., peut avoir un impact. Donc voilà, on est sur le sentiment d'auto-efficacité des étudiants, donc on a envie de leur donner confiance, de montrer que oui, ils auront des obstacles. Nous-mêmes, pour l'étude, on a eu des obstacles, beaucoup, un peu, passionnément, mais voilà, ça vaut le coup. La fresque du climat, c'est quelque chose qui est maintenant devenu international, on va dire. Hein, donc voilà. Et Jean, tu fais bien de dire, nous, voilà. On est vraiment content de prendre part à ce projet et nous on a envie effectivement de le partager, quoi. Moi je pense que c'est tout à fait transposable. Audrey disait l'attachement territorial il est important, mais ça c'est transposable. Hein. Marie-Lou de l'Église, elle a pris des données locales sur la consommation d'énergie à La Réunion, etc. Mais tout ça c'est tout à fait transposable dans les autres territoires. Donc voilà, je ne sais pas si on a été complet, mais en tout cas c'est des éléments de réponse. Si, c'est parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment hyper riche et en effet transposable. Et l'idée des modèles de rôle avec des infirmiers diplômés, c'est vraiment le mentorat aussi reconnu en ce moment même comme un vrai levier d'attractivité, de maintien, enfin, d'adhésion à des compétences et de développement de compétences. Donc c'est super chouette. Une des questions aussi, c'est sur l'échelle que vous allez utiliser d'auto-efficacité généralisée. Est-ce que c'est une échelle qui est validée du coup spécifiquement dans la population infirmière? Elle a été développée dans quel contexte un petit peu cette échelle? Alors l'échelle d'auto-efficacité en fait elle a été construite dans les années 80 hein, par des chercheurs. Donc elle est générale, mais je pourrais vous donner quelques exemples de questions hein, et ça sert à mesurer, on va dire, les obstacles de manière générale auxquels pourraient être confrontées les personnes. Après, il y a des chercheurs qui eux-mêmes ont fait des études spécifiques pour personnaliser une échelle d'auto-efficacité sur une thématique. Donc au début, on était parti sur cette idée-là, mais on n'avait pas, on va dire, le temps, les moyens. Donc on a fait le choix méthodologique d'utiliser cette échelle généralisée en contextualisant, c'est-à-dire lorsqu'on a fait la présentation de l'échelle, en disant aux étudiants, bon, ce sera peut-être un biais, on verra, hein, mais cette échelle-là, comment dirais-je, il faut que vous la mettiez en lien. Je vais vous lire, parce que là je l'ai. Hein, donc, on demandait aux étudiants, lisez attentivement chaque énoncé, répondez, etc. Chaque item de ce questionnaire est à mettre en lien avec votre capacité à réaliser une tâche ou mettre en œuvre des actions respectueuses du développement durable à l'IFSI, du CHU de La Réunion et ou en stage. En d'autres termes, si aujourd'hui vous souhaiteriez mettre en œuvre des actions concernant le développement durable à l'IFSI, pensez-vous que vous en seriez capable? Seriez-vous en mesure de répondre aux difficultés rencontrées? Quel serait votre degré de confiance pour faire face à ces difficultés? Donc voilà, en tout cas, on n'avait pas les moyens, comme je vous le dis, de personnaliser l'échelle, de vérifier si comment dirais-je, on peut l'utiliser, etc. Donc on a pris une échelle générale en donnant des éléments de contexte. Et donc les questions, c'est
je peux arriver toujours à résoudre mes difficultés si j'essaye assez fort. Si quelqu'un s'oppose à moi, je peux trouver une façon pour obtenir ce que je veux. C'est facile pour moi de maintenir mon attention sur mes objectifs et accomplir mes buts, etc., etc. On a 10 critères comme ça, et comme comme on l'avait souligné, nous, quand on a fait notre revue de littérature sur parce que il y a quand même beaucoup de communication, de préconisation pour le développement durable et conception des soins, et on voit que dans la réalité, il y a beaucoup d'obstacles, etc. Donc c'est pour ça que voilà, on en est venu à vouloir utiliser le critère de l'auto-efficacité pour voir un petit peu si notre formation basée sur la pratique, sur donner confiance aux étudiants, les responsabiliser, les impliquer, ça pourra avoir des résultats. Donc voilà un petit peu la démarche et l'utilisation de l'échelle. Ok, super, c'est bien clair. Des petites questions qui arrivent. La durée de l'étude déjà, et en même temps, moi je complète par la taille que j'ai oublié. Combien vous avez d'étudiants en troisième année du coup? 96. Alors du coup, ouais, on avait 107 étudiants non redoublants donc en début de semestre, hein, enfin en tout cas à l'entrée en troisième année, et on a réussi à en recruter 96. Ok, super. On n'a pas fait les stats, mais je crois on doit être à un bon pourcentage, on va dire, de participation. Et la deuxième question, Jean, c'était la durée de l'étude. L'étude globale, hein, parce que là, en fait, on a fait la présentation de l'étude auprès des étudiants avec les données réglementaires, etc., le 9 octobre 2024. Et donc, on devrait finir avec les questionnaires au mois de mai. Au mois de mai, et puis après, il y aura encore quelques mois d'analyse et puis éventuellement de publication, quoi. Ok, super. Donc ça, ce que vous venez d'aborder, la publication, c'est la question vous était posée suivante. Comment vous avez prévu de valoriser vos travaux? Dans combien de temps les résultats? Voilà, c'est vous qui faites les stats. Est-ce que vous avez un peu de soutien? Tout ça. Bah alors le soutien, bon déjà il y a l'équipe projet, hein, donc on a de la chance d'avoir quand même des compétences fortes, hein, donc Audrey et moi on est opérationnels, on a l'expertise pédagogique, Daniel Reynaud, Samir Medjan, bon l'expérience de la recherche, et Marie-Lou Deléglise a l'expérience, voire l'expertise hein, en termes de développement durable, d'éco-conception des soins. Donc voilà, déjà s'appuyer sur l'équipe. On a la DRCI aussi, hein, la direction de la recherche clinique et de l'innovation, donc qui soutient notre démarche. Après, pour l'analyse des résultats, etc., on va essayer de se débrouiller avec nos moyens qui sont limités, hein. On n'a pas fait de demande de financement. Pourquoi? Parce que l'on voulait acter le projet assez rapidement, on va dire. Hein. On était assez enthousiaste, on n'avait pas envie que ça redescende parce que monter un dossier, etc. On aurait pu, hein, il y avait cette éventualité-là, mais bon, on avait confiance en nous, hein, un sentiment d'auto-efficacité, on va dire à 30. Et pour le moment, bon, globalement, ça se passe bien. On sait qu'il y aura encore éventuellement des difficultés, mais on saura les résoudre. Ok, superbe. Bon, vous avez plein de messages de félicitations. Une étudiante qui pose une question très précise, si vous m'autorisez, je lui donnerai votre adresse mail pour qu'elle vous contacte, si c'est OK. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Il y a une question sur l'utilisation des diagnostics infirmiers. Est-ce que c'est toujours aussi fréquent? Est-ce que ça change quelque chose? Et alors, attendez, la formulation initiale. Utilisez-vous toujours aussi couramment des diagnostics infirmiers officiels tels que ceux qui ont été entendus dans la présentation? Ouais. Les diagnostics infirmiers, en fait, je pense qu'on va en créer. Hein. En tout cas, les diagnostics infirmiers sont évidemment la base du raisonnement clinique qu'on enseigne aux étudiants. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, merci pour l'idée, quoi. On va en discuter avec l'équipe, mais effectivement, dans l'idée, comment dirais-je, de sensibiliser les étudiants, pourquoi pas travailler avec eux sur des diagnostics quand ils vont aller en stage, hein, parce que Audrey en parlera peut-être. Hein, mais nous, la finalité de notre étude, c'est de continuer à promouvoir le développement durable, l'éco-conception des soins et le lien aussi avec l'hôpital. Donc, pourquoi pas travailler sur les diagnostics infirmiers prévalents sur l'éco-responsabilité. C'est excellente idée, quoi.
Oui, on aurait aimé, enfin, on aimerait, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais on aurait aimé vraiment peut-être effectivement avoir avec le nouveau référentiel aussi de formation infirmière, de décliner une formation sur les 3 ans auprès des infirmiers, avec du coup peut-être aboutir sur la 3e année avec une action au sein des services de soins et peut-être proposer aux différents cadres de santé des services des actions en lien avec le développement durable qu'ils pourraient appliquer du coup au sein des services. Donc voilà, le but final serait effectivement de travailler en collaboration avec les hôpitaux et les services et pour les aider à mettre des actions en lien avec le développement durable et l'éco-conception des soins. Ok, bon, bah, super, merci beaucoup. Est-ce que c'est confidentiel le contenu de votre intervention WooClap, là, par exemple, ou est-ce que si quelqu'un vous contacte, vous pouvez donner quelques détails? Ça, il faudrait voir, Madame de c'est l'Église, Marie-Lou de l'Église, ouais, qui a créé ce support-là. il faudrait voir avec elle. Donc, Donc, je peux- voir avec elle, ouais. Mais en tout cas, oui, je peux pas parler en son nom, quoi, hein, Ouais. Audrey. Ce serait très cavalier, on va dire. Donc, mais on peut lui demander, en tout cas, ou peut-être même qu'elle peut intervenir elle-même. Je sais pas, mais non, Super. je ne m'avance pas. Bon, je mets la personne en contact avec vous également. Vous allez repartir avec une boîte pleine de mails et de contacts. C'est super chouette. Bon, c'est Merci pour la beaucoup. bonne cause. C'est clair. Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que donc vous avez dit que vous n'avez pas eu de financement. Bravo. Alors, Marie-Lou de l'Église est là et elle dit le support peut être diffusé, oui. Ah, génial. Mais Super. Marie-Lou, c'est la générosité incarnée, donc puis un engagement sans faille. Donc, mes salutations à Marie-Lou. Super, bon ben merci beaucoup. Juste donc pas de financement, bravo pour tout ce que vous faites encore plus, parce que c'est vrai que bah, les financements dans la recherche, ça aide aussi à avoir des soutiens. Bravo pour le réseau que vous avez su tisser, du coup, c'est fort, c'est chouette, et l'engagement, ça aide aussi, enfin dans la recherche, ça aide aussi à changer un peu son quotidien, donc bon, voilà. Moi j'ai une question un peu plus formateur-formateur. Est-ce que vous avez réussi à l'intégrer dans des unités d'enseignement de la 3e année? Alors, Euh, ou est-ce que c'est des cours en plus? Est-ce que du coup c'est du volontariat? Ou comment pédagogiquement vous avez fait ça du coup? En plus de tout ce que vous avez déjà créé, qui est déjà du contenu pédagogique, bien sûr. Alors, on n'a pas voulu impacter nos collègues, donc on l'a pas mis sur des unités d'enseignement à côté. À proprement dit, ce n'est pas une unité d'enseignement. Donc clairement, voilà, on l'a imbriqué dans le planning comme on pouvait avec les étudiants et en fonction des possibilités. C'est vrai que par exemple la dernière journée d'immersion, habituellement c'est une journée off pour les étudiants où ils font des repas partage et nous on voulait vraiment donner un sens et pas enfin, utiliser cette journée à bon escient. Donc, on a vraiment essayé de jouer pas au domino, mais vraiment essayer de jouer avec tout ce qu'on pouvait comme petite place pour pouvoir insérer notre projet et ne pas léser nos collègues et pouvoir voilà, insuffler et mettre en place notre projet. Je vais compléter si tu veux bien, Audrey, pour aussi pas passer un message, j'irai peut-être pas jusque-là, mais nous on voulait aussi anticiper, on a entendu pas mal parler de la réforme du référentiel infirmier, hein, de compétences et de formation, etc. Et c'est vrai que les enjeux environnementaux, pratiques durables, gestes éco-responsables étaient quand même dans les tuyaux, quoi, pour insérer des enseignements, intégrer en tout cas des enseignements sur cette thématique-là. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'étude, on dit quelques mots sur le fait que la fac de médecine, en tout cas, ça a été intégré depuis 2 ans maintenant. Donc, on a vraiment bon espoir, Jean et chers collègues, voilà, que ce soit clairement identifié, parce que ce que pointe Audrey aussi, enfin Madame Jala, c'est que on a été obligé de se débrouiller. Ce qui pointe encore plus finalement le manque de comment dirais-je d'enseignement sur cette thématique-là, quoi. Hein. Donc c'est assez criant aujourd'hui, hein, mais c'est pas propre à notre IFSI, hein, c'est le référentiel de formation actuel qui ne le prend pas suffisamment en compte, quoi. Donc c'était, comme dit Audrey, un peu le système de pas Tetris, mais Oui, un peu voilà, un Tetris, peu c'est ça, c'est hein, ça. voilà. Mm. Ah, Mais on a super, merci. réussi, et on a réussi surtout à ne pas léser non plus les étudiants, c'est-à-dire c'était pas des heures Non, supplémentaires, non, non. on a réussi à mettre ça sur Imbriqué. des temps de cours classiques, mais encore une fois avec
avec de l'engagement et puis des astuces, on a réussi à tout faire rentrer. Bah, encore un grand bravo, beaucoup de félicitations qui arrivent dans le chat. Mais bravo encore plus parce que faire adhérer les étudiants Oui, ça. aussi à des yeux qui sont pas obligatoires, qui sont pas dans du temps Mhm. de... Enfin, c'est beau et 97, c'est pas mal quand surprenant. même à faire tenir dans la longueur et de tout ça. Donc félicitations, vraiment. Merci. Merci d'avoir présenté. Du coup, on va peut-être pas, vous pouvez continuer à poser des questions, mais on va passer à la présentation de Karine Garot, du coup, que je laisserai se présenter aussi. Je vais faire comment on appelle ça, son passeur de diapo, donc il faudra excuser s'il y a des bugs, ce sera évidemment ma faute, et j'en suis d'avance désolé. Je vais faire au mieux. Vous me direz si vous voyez alors c'est pas du tout ça. Si vous voyez bien le PowerPoint. L'objet nouveau. Alors il faut tac, juste une seconde. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon, Karine, dans 2 secondes? C'est bon pour vous? Vous le voyez en plein C'est écran, bon. du coup? Oui, Super. oui, c'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un travail qui s'intitule Impact sur les apprentissages et la motivation des étudiants de l'enseignement distanciel de la prévention du risque infectieux. On peut avancer. Donc, voilà, moi, je suis infirmière hygiéniste au sein de l'équipe mobile d'hygiène du CHU de Nîmes. Et dans le cadre d'un travail de mémoire, en fait, de fin d'études d'un Master 2 en sciences de l'éducation, voilà, que j'ai validé l'année dernière. Donc, le master de RISO, responsable d'ingénierie des systèmes d'organisation. Donc, j'ai réalisé ce travail de recherche. Donc, la problématique, en fait, est partie de ce constat, c'est que une partie de la prévention du risque infectieux est enseignée donc en formation initiale aux étudiants des IFMS, hein, donc essentiellement précautions standards et non en arrière et précautions complémentaires d'hygiène. Depuis la pandémie de Covid-19, on sait que voilà, de plus en plus de cours passent en distanciel. Et pour des problèmes d'accessibilité dans les IFMS, mais également pour des problèmes, notamment nous sur Nîmes, de quotas d'étudiants qui augmentent avec des capacités d'IFMS qui, voilà, elles n'augmentent pas. Et donc, suite à cette problématique, en fait, ces dernières années, on nous demande, alors en fonction des IFMS, hein, de réaliser cet enseignement en distanciel. Et nous, ça nous questionne parce que on se dit que c'est un enseignement qui est à la fois qui nécessite des théories, enfin de la théorie, des connaissances théoriques, mais avant tout une mise en application pratique. Donc, on se demande sur un enseignement en distanciel, voilà ce que les résidents, enfin les étudiants peuvent acquérir quoi comme connaissances. Donc là, on peut avancer. Et donc, l'objectif de cette recherche, c'était repérer, valoriser et questionner finalement le choix du distanciel pour l'enseignement de la PRI aux étudiants des IFMS, en questionnant en fait et en évaluant surtout la pertinence en termes d'efficacité, mais également en évaluant l'impact que ça pouvait avoir sur la motivation des étudiants. Alors, au niveau de la méthodologie, on peut avancer. Donc j'ai réalisé une étude quantitative en fait comparative sur des étudiants infirmiers de première année des IFSI et des IFAS de Nîmes. Donc ça comprenait l'IFMS en fait du CHU et également celui de la Croix-Rouge, sachant que le CHU chez nous a aussi 2 antennes sur le territoire, au Vigan et à Uzès. Voilà, il y a 2 classes séparées. Donc on a créé 2 groupes d'étudiants pour l'étude. Donc un groupe qui suivait les cours en distanciel, qui était composé des étudiants infirmiers et aides-soignants de la Croix-Rouge et des antennes de l'IFMS du CHU. Et un groupe en présentiel qui comprenait les étudiants infirmiers et aides-soignants de l'IFMS du CHU. Alors l'étude s'est déroulée de cette façon. Donc il y a un cours magistral qui a été donné donc sur les précautions standards et les précautions complémentaires d'hygiène. Donc en tout, il y a eu 4 sessions de formation de 3 heures chacune
qui se sont déroulées entre fin septembre et début octobre 2023. À chaque fois, c'est le même formateur qui a réalisé l'enseignement et le support de formation utilisé était le même. Et les cours étaient soit en présentiel, soit en distanciel synchrone. Il n'y avait pas du tout d'asynchrone dans l'étude. Ensuite, il y a une première évaluation qui a été réalisée auprès des étudiants directement à l'issue du cours magistral par le biais d'un QR code ou d'un lien direct qui les amenait à des questionnaires que je vous décrirai après. Donc là, le but, c'était de voir à l'issue du cours l'acquisition des connaissances immédiates des étudiants et également d'évaluer la motivation de ces étudiants lors du suivi de ce cours. Et ensuite, il y a une deuxième évaluation qui a été organisée plus de 2 mois après le cours magistral, en fait, au retour de stage des étudiants et avant le premier TD, parce que c'était organisé comme ça ici sur l'IFMS du CHU, qui avait pour objectif, en fait, double objectif, de voir un petit peu, d'évaluer la consolidation de la récupération des connaissances des étudiants et en même temps, finalement, comme ils étaient partis en stage, d'essayer de voir, avec le lien qu'ils auraient pu faire sur le lieu de stage, de voir si différence il y avait entre présentiel et distanciel, si c'était un petit peu gommé ou effacé par ce lien fait par les étudiants. Alors, la diffusion des questionnaires et l'analyse des données, en fait, a été réalisée à l'aide du logiciel statistique RedCap qu'on utilise ici, nous, sur le CHU, et puis avec Excel pour l'analyse des données. Et l'analyse statistique, alors sans pour autant avoir de budget dédié à ça ni de moyens, j'ai quand même été bien aidée par le statisticien de l'hôpital, donc Florian Saliponte, voilà, qui m'a fait l'analyse statistique. On va avancer. Donc, les outils de recherche utilisés pour les évaluations et le questionnement des étudiants. Donc, la première chose, il y a eu un QCM d'évaluation de l'acquisition des connaissances, donc qui était le même pour l'évaluation numéro 1 et l'évaluation numéro 2, comprenait 17 questions et qui en fait a été construit à partir des recommandations émises par la Société française d'hygiène hospitalière. Et donc, bon, je vous ai mis les guides sur le diaporama. Donc, le guide des précautions standards et les 2 guides qui parlent des précautions complémentaires d'hygiène. Ces 17 questions, elles ont été déclinées en thématiques. Donc, il y a eu 4 questions générales sur plutôt les définitions et le champ d'application des précautions. 3 questions sur l'hygiène des mains, 4 sur le port des équipements de protection individuelle, 4 questions de type mise en situation et 2 questions sur des précautions complémentaires d'hygiène. Voilà. Et donc ensuite, pour évaluer leur motivation, donc je me suis vraiment inspirée. Donc j'ai fait tout un travail de recherche sur la motivation, les théories de la motivation. On en compte pas moins de 101 quand même. Et donc je me suis plutôt intéressée aux théories de la motivation scolaire. Et donc c'est Viau en 2009 qui en donne une définition qui s'approche le plus voilà du travail que je souhaitais réaliser. Donc pour lui, c'est un phénomène qui tire sa source dans les perceptions que l'élève a de lui-même, de son environnement, et qui a pour conséquence qu'il choisit de s'engager à accomplir une activité pédagogique qu'on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce dans le but d'apprendre. Donc on peut avancer. Donc à partir de ça, j'ai construit 2 nouveaux outils, donc de nouveau des QCM, d'évaluation pour la motivation des étudiants, donc un QCM pour les étudiants du groupe présentiel, un autre pour le groupe distanciel. De nombreuses questions étaient communes. Il y a cependant 2 questions de plus sur le questionnaire du groupe distanciel parce que j'ai questionné en fait leur environnement de travail et leurs conditions d'apprentissage. Et comme le distanciel, eh bien, l'environnement n'est pas maîtrisé par un institut de formation, c'est important de vraiment bien les questionner sur cette thématique. Donc, pour construire ces 2 questionnaires, je me suis basée, en fait, je suis partie des théories de la motivation scolaire. Donc d'abord, il y a eu 5 questions dans ces questionnaires communes, donc pour caractériser la population. Ensuite, il y a eu 4 questions pour évaluer en fait la valeur qu'ils attribuaient à la modalité pédagogique, à savoir distanciel ou présentiel. Et ça, donc, c'est en se basant sur la théorie de la motivation des attentes et valeurs décrites par Eccles et Wickfield, qui dit qu'en fait, la motivation des étudiants, elle va être tributaire de l'attente de succès
et de la valeur qu'ils attribuent aux apprentissages, sachant que l'attente de succès, en fait, c'est la croyance d'un élève à propos de ses capacités à réussir, en fait, dans la tâche. Et dans cette théorie, la valeur, en fait, est un déterminant de la persévérance. Et quand il parle de valeur, il parle d'intérêt, d'utilité, d'importance et de coût, en fait. Voilà, donc il y a 4 questions sur cette thématique. Alors 2 ou 4 questions sur l'environnement de travail ou les conditions d'apprentissage. Et donc ça, on en parle beaucoup dans la théorie de l'autodétermination, qui dit qu'en fait tout individu est en fait naturellement motivé, curieux et orienté vers un succès. Et en fait, l'environnement peut influencer la source de motivation en fait à réaliser une tâche. Et donc, un environnement favorable aux besoins individuels va produire des formes de motivation qui vont être beaucoup plus positives et autodéterminées. Donc, dans cette théorie, ils expliquent qu'il y a quand même un continuum de motivation. On n'est pas soit motivé, soit très motivé. Donc, il y a tout un continuum entre la motivation intrinsèque et la motivation. Et enfin, il y a 4 questions qui ont été élaborées pour évaluer les efforts et en fait la persistance de l'engagement dans la formation. Et celle-ci, donc, c'est basé sur la théorie des buts d'accomplissement. Donc ça, c'est une théorie qui dit que les étudiants suivent des buts à la fois de maîtrise et de performance, qui agissent directement en fait sur la façon d'envisager une tâche. Les buts de maîtrise étant centrés vraiment sur l'apprentissage et le développement des connaissances et des capacités. Et les buts de performance, eux, sont plutôt focalisés sur la démonstration et la compétence et la supériorité par rapport aux autres. Et dans cette théorie, ils expliquent qu'en fait, les étudiants qui suivent des buts de maîtrise vont avoir de meilleurs résultats que ceux qui suivent des buts de performance. Voilà. On peut avancer. Donc là, je l'ai décrite sur le PowerPoint, mais c'est ce que je viens de vous dire, donc c'est consultable par la suite. On peut avancer encore. Et donc, on va venir aux résultats. Donc, les questionnaires ont été diffusés donc à l'issue du cours magistral pour l'évaluation numéro 1. On a eu 505 répondants. Cependant, en fait, pour être pris en compte dans l'étude, il fallait que les étudiants répondent à la fois au questionnaire de connaissances, mais aussi au questionnaire de motivation. Et donc, 255 ont répondu intégralement aux 2 questionnaires. Donc, c'est ceux qu'on a pris en compte pour l'étude. Et donc, ça représentait 153 étudiants présentiels et 102 en distanciel. Pour l'évaluation numéro 2, même chose. Donc là, par contre, ils n'avaient qu'à répondre au questionnaire de connaissances. Là, donc, je ne leur ai pas fait passer moi-même le questionnaire. Je suis passée par le biais des formateurs pour qu'ils leur diffusent au retour de stage. La problématique, c'est qu'on a eu alors 207 répondants et dont 184 en présentiel et 23 seulement en distanciel. Donc, les données n'ont pas pu être exploitables pour cette deuxième partie de l'évaluation. Je pense que, enfin, je présage que, en fait, il devait commencer le questionnaire commencer par avez-vous suivi le cours en distanciel ou en présentiel? Et comme ils étaient en présentiel quand on leur a redonné le deuxième questionnaire, je pense qu'ils n'ont pas pris compte du premier cours qu'ils avaient suivi en fait. Moi, je suis pas sûre qu'ils aient bien compris l'intitulé. Voilà. On peut avancer. Donc, au niveau de la population qu'on a étudiée, comme c'est une étude comparative, c'était important de s'assurer quand même que les 2 groupes, la population des 2 groupes était à peu près semblable et comparable. Donc, on retrouve le même ratio de femmes et d'hommes dans les 2 groupes. Au niveau des étudiants, donc ça on va commencer peut-être par ça, on a 44% d'étudiants infirmiers dans le groupe présentiel et seulement 22% dans le groupe distanciel. Et ça va se retrouver en fait sur l'âge de la population étudiée, puisqu'on a une population qui est légèrement plus jeune dans le groupe présentiel que dans le groupe distanciel, même si la différence n'est pas significative d'un point de vue statistique. Et ça, en fait, ça s'explique quand on s'intéresse à l'enquête génération qui a été menée par le CEREC en 2007, déjà, où ils expliquaient finalement que la proportion des aides-soignants dans cette population, les postes initiaux, finalement, sont beaucoup plus nombreux que les primo-sortants, donc ceux qui sortent directement du bac.
Et on voit que pour les aides-soignants, ils étaient 73% déjà en 2007 contre 30% pour les étudiants infirmiers, ce qui explique aussi probablement que le groupe distanciel est légèrement plus âgé. Par contre, au niveau du niveau d'études, on retrouve voilà, la moitié des étudiants dans les deux groupes qui a un niveau bac ou équivalent. Alors ça s'explique aussi avec cette enquête de génération, puisque finalement, comme ce sont des postes initiaux, les aides-soignants, ils ont souvent eu des périodes d'emploi ou d'inactivité, ou bien avant, ils rentrent plus âgés dans la formation, donc ils ont déjà de l'expérience ou déjà eu des emplois précédents. Et enfin, par contre, ça c'était intéressant, finalement, ils avaient la proportion de personnes ayant déjà une expérience dans le soin était équivalente aussi bien dans le groupe présentiel que distanciel, alors qu'on avait plus d'infirmiers, donc de primo-sortants dans le premier groupe. Voilà, on peut avancer. Au niveau des conditions d'apprentissage, puisque ça aussi, ça jouait voilà, sur l'acquisition des connaissances. Donc, en présentiel, on avait des étudiants qui étaient essentiellement dans des grands groupes, des grandes classes, à plus de 50 étudiants à 70%. Et au niveau de l'ambiance, par contre, 88% rapportent que l'ambiance de la classe était propice à un apprentissage serein. Voilà, donc les conditions étaient quand même réunies. Au niveau du groupe distanciel, la grande majorité était seule pour suivre le cours dans un endroit calme. Ils avaient une bonne qualité de réseau, puisque ça c'est un élément indispensable sur le distanciel. Et ils ont à 94% suivi le cours sur un support adapté. On a estimé qu'à partir du moment où ça n'était pas sur un smartphone, c'était un support adapté. Tablette, ordinateur, voilà. Donc là, en fait, comme on sait que l'environnement influence beaucoup la motivation, on voit, voilà, c'était important ce que je vous disais tout à l'heure, de s'assurer que l'environnement était favorable aux besoins individuels. Et il y avait cette problématique entre le présentiel où finalement l'environnement est maîtrisé par l'institut de formation et où normalement toutes les conditions sont réunies pour un apprentissage serein, et le distanciel qui va demander à l'étudiant finalement une capacité d'analyse, d'adaptation de son environnement pour essayer de ne pas être diverti par les nombreuses distractions qu'on peut avoir à domicile ou en dehors d'un lieu de formation. On peut avancer, pardon. Alors au niveau des résultats de l'acquisition des connaissances, donc la première évaluation, on voit qu'au niveau du questionnaire donc global de la note, le groupe présentiel a eu de meilleures notes que le groupe distanciel, avec une différence hautement significative. Et si ensuite on décline par thématique de questions, on voit qu'à part pour les questions générales, qui en fait, ces notions de généralité arrivaient tout au début du cours. Vous verrez que c'est intéressant pour la suite de l'étude, où là, c'est le groupe distanciel qui a des notes légèrement supérieures, bien que la différence ne soit pas significative au niveau statistique. Mais sinon, sur toutes les autres thématiques, même si on retrouve les mêmes moyennes de notes, en fait, quand on reprend la médiane des notes, la médiane des notes du groupe présentiel est plus élevée sur les autres thématiques que celle du groupe distanciel. Voilà. Avec des différences qui sont statistiquement significatives, notamment pour l'hygiène des mains, les mises en situation et les précautions complémentaires. Donc là, on voit que l'enseignement de la PRI, finalement, en distanciel sur cette modalité-là, par le cours magistral, donc l'acquisition des connaissances a été plus facile et meilleure en présentiel qu'en distanciel. On peut avancer. Donc maintenant, si on s'intéresse à la motivation des étudiants, donc en premier, si on s'intéresse à la valeur qu'ils ont attribuée à la modalité pédagogique, donc là, c'était intéressant les résultats puisque on voit que dans les deux groupes, ils ont de toute façon une préférence pour les cours en présentiel. Ils trouvent qu'on mémorise mieux le cours avec cette modalité pédagogique. Ils trouvent que le cours est de meilleure qualité aussi, bien que ce soit le même, et qu'en présentiel, il est plus facile de suivre le cours qu'en distanciel. Donc ça rejoint une étude qui avait été faite auprès des auditeurs de la CNAM Pays de Loire. Alors c'est une étude qui date de 2007, mais on voit que finalement, entre une génération qui a connu du 100% distanciel avec la pandémie de Covid-19 et 2007 où ils n'avaient pas connu ça, finalement les résultats sont un peu similaires puisque dans cette étude déjà, les étudiants, donc c'était deux groupes d'étudiants comparés, un groupe qui ne suivait que une formation ouverte à distance et un autre qui suivait une formation hybride, donc les cours à distance plus les cours du soir.
Et a posteriori, ceux qui n'avaient suivi que des cours à distance auraient préféré suivre des cours du soir à 51%. Et 61% pensent que les cours du soir offrent un meilleur mode d'apprentissage, donc déjà en 2007. Et on voit qu'aujourd'hui encore, malgré vraiment le distanciel qui est devenu commun dans l'enseignement, on retrouve encore cette préférence pour le présentiel chez la plupart des étudiants. Alors par contre, comment expliquer qu'entre le groupe présentiel et le groupe distanciel, voilà, la différence soit quand même significative au niveau des résultats? Eh bien, quand on s'intéresse aux théories de l'engagement, finalement, de la motivation, on voit que ces étudiants, ils s'engagent dans un processus de formation, ils s'impliquent dans l'organisation de leur institut de formation, il y a comme un contrat de confiance. Et c'est Bourgeois qui décrit ça dans ses études, notamment en 2009, et qui dit qu'en fait, finalement, cette implication dans une formation, c'est à la fois l'entrée et l'implication du sujet dans le processus d'apprentissage. Donc, même si leur préférence va au présentiel, ils peuvent pas vraiment aller à l'encontre de choix pédagogiques qui ont été faits pour eux. Ils peuvent complètement pas penser que c'est moins bien, quoi, finalement. On peut avancer. Alors ensuite, quand on s'intéresse à l'intérêt, donc là, c'était plutôt l'intérêt individuel que j'avais essayé de questionner, et puis l'intérêt en situation. On voit que au niveau de la ponctualité et aussi bien ponctualité en classe qu'au niveau de la connexion, ils étaient tous là à l'heure quasiment. Ensuite, au niveau des activités, donc ça interrogeait plutôt l'intérêt en situation. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, avez-vous réalisé d'autres activités pendant le suivi du cours? Je suis pas sûre qu'ils aient tous répondu honnêtement, mais au niveau des scores, on a 27% en présentiel et 21% en distanciel. Je pense que plein de fois, ils consultent leur téléphone et pour eux, ils n'ont pas l'impression de faire autre chose, je pense, même si ça leur était posé comme question. Et au niveau de la participation, donc là, c'était avez-vous posé des questions au formateur ou avez-vous répondu à des questions du formateur? Et on voit que là, pour le coup, le groupe distanciel a eu une meilleure participation que le groupe présentiel. Alors, pour expliquer tout ça, il y a Moore en 93 qui parle de la distance transactionnelle, parce que quand on parle de distanciel, c'est pas uniquement la distance spatio-temporelle, c'est en fait l'espace psychologique et communicationnel qu'il va y avoir entre l'enseignant et les apprenants. Et aussi entre les apprenants eux-mêmes, puisque voilà, on sait que l'apprentissage entre pairs la communication entre pairs va favoriser les apprentissages. Et donc, quand il décrit cette distance transactionnelle, il explique qu'en fait, un niveau de communication élevé entre l'enseignant et les étudiants va permettre de diminuer cette distance transactionnelle. Et alors qu'une rigidité d'un dispositif pédagogique, elle, va augmenter cette distance. Donc là, on le retrouve bien au niveau de nos deux groupes, puisque en distanciel, finalement, je pense que pour essayer de réduire la distance déjà spatiale, les étudiants ont beaucoup plus participé avec l'enseignant. Et par contre, le choix du cours magistral, qui est très rigide, n'a pas permis en présentiel une communication importante et des échanges importants. Voilà. On va avancer. Et enfin, donc on a dit 27 et 21% des étudiants ont fait autre chose. Donc on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre et surtout combien de temps ils avaient passé sur ces autres tâches. Et donc là, on voit que en présentiel, ils ont essentiellement donc consulté des contenus multimédia, envoyé des messages et discuté à 46,8%. Et là, on peut penser que quand même dans la discussion, ils ont pu pour certains échanger sur le cours, on espère. Et donc ça favorise les apprentissages. Par contre, en distanciel, l'activité principale à 47,8%, c'est les activités domestiques. Ce qui est dommage, c'est qu'on leur a donné la possibilité d'écrire d'autres activités auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, ils sont quand même nombreux, 33,8% en présentiel et 26,1% en distanciel, à dire avoir fait autre chose, mais ils n'ont pas répondu. Ils avaient le choix de préciser, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont fait d'autre. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le temps passé à l'autre activité, on s'aperçoit qu'en distanciel, à plus de 20%, finalement, ils y ont passé plus de 30 minutes sur cette autre activité, alors que en présentiel, essentiellement, ils sont 67,5% à avoir dit y avoir passé moins de 10 minutes. Et donc, finalement, on voit que l'intérêt en situation, en distanciel, il est compliqué d'être réengagé régulièrement. Ça demande vraiment une autonomie et un profil chez les apprenants particuliers pour qu'ils puissent analyser, comprendre leur environnement de travail finalement, et
appui pour que leur motivation intrinsèque reste élevée, quoi, leur niveau d'autodétermination. Puisque là, on voit vraiment qu'ils ont fait d'autres activités qui les ont éloignés en fait de l'écran et sur des temps très longs. Donc, ils ont carrément lâché le cours. On peut avancer. Donc finalement, bon, de nombreuses études l'avaient déjà montré, mais cette étude confirme, les apprentissages et la motivation sont étroitement liés, hein, et l'enseignement en distanciel sur cette modalité pédagogique est quand même moins efficace en termes de réussite, parce que là, on le voit, la valeur attribuée au distanciel en fait est plus faible. L'intérêt en situation déjà est instable, donc il est quasiment impossible d'y avoir un intérêt individuel qui va durer dans le temps. La distance transactionnelle aussi qui va agir sur la motivation extrinsèque des étudiants et ça demande forcément des compétences spécifiques nécessaires. On peut avancer. Donc les limites de ce travail, bien déjà c'est la deuxième évaluation avec les données qui n'ont pas pu être exploitées. Donc ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait permis de consolider, de voir un petit peu quelles connaissances ils avaient à distance du cours magistral et puis surtout de voir les liens théorie pratique qu'ils auraient pu faire pendant le stage et voir si ça avait pu annuler cet écart entre le distanciel et le présentiel. Il aurait été intéressant, avec plus de temps, de pouvoir réaliser aussi une étude qualitative, donc avec des entretiens semi-dirigés, parce que quand on parle quand même de motivation, c'est bien de pouvoir recueillir les propos des étudiants. Et puis, pour connaître un peu plus en détail finalement l'intérêt et la valeur qu'ils portent à l'enseignement, puisque là, on s'est intéressé à la valeur de la modalité pédagogique, mais pas vraiment de la matière enseignée. Et ensuite, la limite aussi, c'est que voilà, pour que ce soit reproductible, et puis parce que c'est une demande des IFMS, nous ici, on a utilisé un cours magistral. Et finalement, c'est une pédagogie qui est traditionnelle, avec peu d'interactivité et de réflexivité de la part des étudiants, et qui va pas stimuler l'intérêt situationnel pendant le cours. Alors, à la suite de ce travail, j'ai mis quelques propositions. Donc, la première, c'est d'essayer d'uniformiser les pratiques d'enseignement de la PRI auprès des différents IFMS du secteur, hein, pour une plus grande équité, en fait, hein, pour les étudiants. Et ensuite, même si ça peut paraître paradoxal, puisqu'on dit que l'enseignement à distanciel a été moins performant, peut-être abandonner ce cours magistral, mais au profit d'un e-learning qui serait mis à disposition des étudiants avant les rencontres avec les professionnels des équipes opérationnelles d'hygiène. Mais finalement, le e-learning, il a cet avantage de pouvoir proposer une personnalisation de l'apprentissage, aussi bien au niveau du rythme que déjà des connaissances de l'étudiant. Donc, il semblerait plus adapté que le cours magistral. Et ensuite, finalement, de leur donner ces connaissances à disposition avant, ça permettrait que les temps de rencontre ne soient que des travaux dirigés avec l'OH. Et on pourrait comme ça réaliser un premier TD avant le départ en stage, pour leur permettre de déjà faire du lien, puisqu'on a vu 41% ont déjà une expérience dans le soin, mais ça veut dire que on a 59% qui n'en ont pas du tout. Et c'est vrai que des fois, on parle de certaines choses et on voit bien qu'ils ne savent pas de quoi on parle, même au niveau du matériel ou voilà, ce genre de détails. Ce premier TD pourrait permettre de remobiliser les connaissances finalement acquises avec le e-learning, de faire le lien entre leurs futures pratiques et les connaissances théoriques par le biais de la simulation, travaux de groupe. Et ensuite, le deuxième TD au retour de stage, qui est déjà le cas chez nous, donc lui, on le garderait et permettrait de pouvoir travailler sur des situations complexes avec une réflexivité plus importante des étudiants. Voilà, donc là, je vous ai mis la bibliographie principale de ce travail de recherche. Et voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Eh bien, un grand merci aussi. Je pense qu'on est revenu sur l'écran commun. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que là aussi, on touche à un sujet hyper important et même capital pour de futurs infirmiers. Il y a plein de questions, donc je vais prendre le temps de les relire. Je vais vous laisser avec une première question comme ça en attendant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc vous dites que finalement on pourrait faire du e-learning
Nous, c'est vrai que c'est des questions enfin, que je pense que même tous les formateurs se posent, hein, le e-learning, et vous avez parlé de l'environnement de travail. Alors, est-ce qu'il faut accompagner le e-learning de conseils à l'environnement de travail? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Et sur le format du e-learning, est-ce qu'il y a des choses un peu spéciales pour essayer de maintenir l'attention ou quelque chose comme ça qu'on pourrait construire à partir de ce que vous avez proposé? Bah, le e-learning, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser du quiz, comme vous l'aviez utilisé sur la présente étude là, WooClap. On peut très bien y caler un film des erreurs, enfin plusieurs modalités pédagogiques dans un seul format finalement, ce qui va stimuler l'étudiant de façon différente à chaque fois. Et l'avantage du e-learning aussi, c'est qu'il peut revenir sur les questions à chaque fois et donc progresser à son rythme sur ses apprentissages. Donc ça, c'est un peu plus intéressant. Et l'avantage du e-learning, c'est que contrairement au cours magistral, qu'ensuite on va leur laisser un PowerPoint, mais qui va pas être commenté finalement. Ils y reviennent très peu. Alors que là, ils peuvent revenir au e-learning, on peut le commenter soi-même, on peut se filmer, on peut voilà essayer d'y mettre de l'interactivité qu'on n'aura pas avec le cours magistral. Ok, super, merci. Alors, vous avez beaucoup de remerciements, de bravo aussi pour ce travail. Des questions sur Alors là, moi, j'avoue que je m'y connais pas vraiment. Sur le présentiel augmenté, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? Sinon, peut-être que Monsieur Delon peut repréciser un petit peu ça. Et Oui, que les modules de e-learning, en fait, avec la variété des activités, en effet, il rejoint ce que vous disiez, oui. serait très intéressant à apporter. Donc c'est vrai que les activités qu'ils font à côté, ça a l'air d'influencer complètement leur acquisition des connaissances et que le distanciel ne le permettrait pas. Quand vous faisiez c'était vous qui faisiez les enseignements du coup? Oui, c'est moi. Mm. Ok. Et dans l'interaction, ça donne quoi du coup sur le côté formateur? Qu'est-ce que vous pensez en tant que formatrice enseignante à ce moment-là des deux modalités et aussi sur un pan plus opérationnel en tant qu'infirmière hygiéniste du coup sur l'acquisition? Est-ce que vous avez de manière plus concrète eu l'impression qu'il y avait des différences aussi? Alors nous, enfin moi, ce que je constate à chaque fois, c'est déjà dans la population. Je trouve que les aides-soignants interagissent plus que les infirmiers, que les étudiants infirmiers lors des cours magistraux. Alors ils sont un petit peu plus nombreux dans les amphis, mais voilà, c'est un constat qu'on se fait depuis quelques années déjà. Euh, ensuite, très souvent maintenant, moi je couple le cours magistral à la fin avec un quiz pour voilà restimuler les connaissances sur ce qu'on a vu, voilà essayer de les réaccrocher. Ou je couple le cours magistral avec des petits ateliers comme ça sur film des erreurs, voilà, comme je l'aurais fait sur un e-learning. Je coupe parce que le cours magistral, voilà, on voit bien qu'on les perd. En plus maintenant ils suivent leurs cours sur ordinateur hein, partout, donc on ne sait pas ce qu'ils regardent en même temps, sans compter les téléphones. Donc je pense que des fois j'ai l'impression de faire le cours toute seule. Alors, ça paraît plus simple des fois en distanciel parce que finalement on les voit pas vraiment, ils mettent pas leur caméra, donc on sait pas qui nous écoute ou pas. On a toujours 10, toujours les mêmes qui participent, donc on a l'impression d'avoir été intéressant. Mais qu'est-ce qu'il en reste, je sais pas vraiment. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Alors, du coup, quand vous faites ça en présentiel, vous faites du présentiel augmenté parce que Monsieur Delon nous a répondu. Le présentiel Ouais, augmenté, c'est l'utilisation des outils numériques pour rendre la linéarité d'une séquence pédagogique pour remobiliser l'attention. Donc, c'est ça. extra. Extra. Euh, alors, il y a des problèmes qui sont soulevés en disant que les organismes de financement peuvent obliger à avoir le présentiel des étudiants qui sont financés. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait envisager de dire qu'ils ont bien suivi les cours, etc. Ça peut complexifier. Alors, c'est vrai que, bon, c'était peut-être plus une remarque Oui, qu'un peut-être. commentaire. Ça facilite peut-être pas. Mais bon, maintenant, il y a des gens qui travaillent sur les traces d'apprentissage sur les plateformes numériques aussi, et on peut avoir un peu quand même un suivi des activités des étudiants aussi. Et du coup, avec cette pédagogie un peu hybride, là, quand vous êtes en présentiel, et voilà, ça capte plus leur attention, c'est ça l'intérêt, quoi, finalement.
Oui, oui. On les restimule, voilà, au moment des questions posées. Enfin, voilà. Après, on essaye que la participation soit libre, hein, voilà, qu'ils puissent. Après, ce qui est difficile, idéalement, ce serait de les faire travailler déjà un petit groupe, ou on pourrait faire des quiz par groupe parce que ça marche très très bien. Un petit peu essayer de les challenger parce que le challenge marche pas mal. Le problème, c'est que sur un amphi de 150 ou 160 personnes, c'est infaisable très vite. On perdrait trop de temps à faire un petit peu de discipline et Ouais. d'organisation. Et c'est dommage parce que ça marcherait bien. Sur des groupes un peu plus petits, ça marche bien, ça. Oui, complètement. C'est clair que sur des groupes plus petits, ça serait facilitant. Donc c'est vrai que ça questionne vraiment aussi ce qu'on nous offre comme possibilité de faire en pédagogie et même Mm. à 97, hein, tout à l'heure, ça fait déjà des grosses promotions quand même, hein, mine de rien. Donc les interactions sont fatalement pas les mêmes. Donc en effet, il y a bien des assentiments sur les traces d'activité pédagogique pour justifier. Donc c'est vrai qu'on pourrait complètement envisager ça. Et du coup, vous n'avez pas pu évaluer le temps numéro 2, mais moi je me demandais, parce que vous avez dit qu'il y avait des TD au retour de stage, etc. Est-ce que ces TD, ils étaient après le temps d'évaluation numéro 2 ou pas? Et si oui, est-ce que vous avez eu l'impression ou est-ce que vous avez pu voir si sur les acquisitions pratiques, on va dire sur savoir se laver les mains, il y avait des différences entre les deux groupes en matière pratique, on va dire? Non. La problématique, c'est que sur l'IFMS Croix-Rouge, c'est pas nous qui faisons les TD, c'est les formateurs. D'accord. Donc là, j'ai pu juste faire passer le questionnaire. Sur l'IFMS de Nîmes, c'est nous qui faisons, enfin, on participe au TD avec les formateurs sur place. Et en plus, la modalité avait changé entre l'année d'avant et cette année-là. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est vrai Donc, que ça pourrait être intéressant de regarder aussi, je pense, ces aspects-là. Est-ce que aussi, de manière, ils arrivent à acquérir de la même manière des gestes pratiques à distance, ou est-ce qu'il faut, c'est vraiment le présentiel du formateur qui change quelque chose? Je sais pas du tout. bon, après, sur cette thématique de la prévention du risque infectieux, je pense que la répétition, ça marche. Ouais, Et surtout, il faut des mises en situation. ouais. Parce que ils peuvent connaître par cœur les recommandations d'hygiène. De là à les mettre en application dans le soin, en fait, et lié au soin, là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que Mhm. ma proposition du e-learning, c'était mettre à disposition les connaissances, voilà, qui sont capables d'apprendre seuls, Mhm. mais ensuite d'être avec eux pour essayer de leur apprendre à faire ce lien entre les connaissances qu'ils ont, parce qu'ils savent la plupart du temps ce qu'il faut faire, mais comment je les mets en action, quand est-ce que je les applique et comment je les applique convenablement, quoi. C'est ça la problématique finalement. Et on s'aperçoit que c'est la même problématique sur des professionnels déjà en poste, diplômés depuis des années, hein. Voilà. Oui, Ils c'est ce savent que j'allais vous ce dire. qu'il fallait. J'allais vous poser cette question-là sur les professionnels en poste. Je pense qu'on retrouve ce même C'est type la, de la problème. même chose, même problématique. Mm. Ok, ben super. Bon, vous avez aussi encore beaucoup de remerciements et de bravo pour vos interventions. Mhm. A priori, on arrive au bout des questions qu'il y avait et aussi au bout du temps du webinaire. Donc, ça me laisse le temps de vous remercier à nouveau pour vos deux interventions très intéressantes, pour dire qu'il y aura des replays de disponibles. Donc, n'hésitez pas à les revoir, à partager ça entre collègues formateurs, entre équipes opérationnelles d'hygiène, etc. Je pense que ce sera toujours un plus. Très belle fin de journée à tous. Encore un grand merci. Merci à tous les participants de ce webinaire qui sont restés très nombreux jusqu'à la fin. C'est super chouette cette dynamique, donc ça veut dire qu'on va reconduire des webinaires sur la recherche en pédagogie. Bonne continuation à tous et bonne fin de journée. Merci, au Merci à Merci revoir. à tous vous. et bravo. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. On se casse. Pardon.